essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Ce discours a été prononcé il y a 70 ans. Une prise de parole véritablement entrée dans l'histoire. Le 9 mai 1950, au Quai d'Orsay, Robert Schuman pose les premiers jalons d'une ère nouvelle, celle qui porte un nom que nous connaissons tous, l'Europe. Son idée est de créer une commission européenne du charbon et de l'acier, la CECA, avec en son sein 6 membres. L'Italie, la République fédérale d'Allemagne, la France et les 3 pays du Benelux que sont la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Un traité avant tout économique. Aujourd'hui, à l'heure où l'Europe a énormément évolué et s'est transformée en collaboration politico-économique, cette idée peut paraître banale, mais à l'époque, cette ambition est totalement révolutionnaire. Le discours de cet homme, né allemand d'un père français devenu allemand après l'annexion de 1870 et d'une mère luxembourgeoise, fait entrer notre histoire dans un nouveau chapitre, celui de l'Europe. 1 an après ce discours de Robert Schuman, le traité de Paris est signé, la CECA, Commission européenne du charbon et de l'acier, est officiellement créée. En cette date anniversaire du 9 mai 2020, 70 ans plus tard, revenons sur cette étape devenue partie intégrante de notre histoire, une étape que symbolise un homme, vous l'aurez compris, il s'agit de Robert Schuman. Qui est-il, cet homme que l'on surnomme le père de l'Europe? Un Européen convaincu, certes, mais pas seulement. Et cette maison, sa maison de Sichazel, dans laquelle nous nous trouvons actuellement, est un véritable témoin de son intimité. C'est en 1926 que Robert Schuman, alors âgé de 40 ans, est séduit par cette maison de vigneron entourée de verdure et surplombant la vallée de la Moselle. Elle devient sa demeure principale jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Après-guerre, lorsque Robert Schuman accède aux plus hautes fonctions de l'État et rejoint Paris, il revient passer la plupart de ses week-ends dans ses murs, car il trouve ici le calme et la sérénité pour travailler. Alors nous sommes dans le bureau de Robert Schuman, c'est une des pièces phares de la maison, simplement parce qu'on va y retrouver un élément essentiel qui sera le discours du 9 mai 1950, donc le discours que Robert Schuman a écrit avec l'aide de Jean Monnet. Il l'a retravaillé ici, c'est-à-dire qu'il est parti de Paris le week-end précédent, le 9 mai 1950. Il est venu à Sichazel, il s'est posé dans ce bureau, il a travaillé en soulignant des mots, en barrant d'autres mots, et c'est ensuite ici que Robert Schuman va répéter ce discours qu'il prononcera le 9 mai à Paris. Ce bureau est aussi le lieu où il passe le plus clair de son temps. Entouré de plusieurs milliers d'ouvrages, il lit, réfléchit et écrit fréquemment jusqu'au petit matin. C'est alors dans cette chambre attenante qu'il se permet un peu de repos. Les anecdotes nous le rappellent, c'est régulièrement sa gouvernante qui venait le voir en lui disant qu'il était temps d'aller se coucher. Donc ici on est dans la chambre de Robert Schuman. On va y retrouver un lit simple, qui n'a pas de grandes proportions et qui est plutôt étonnant quand on sait que Robert Schuman mesurait 1m86. On se dit que oui, vraiment, c'était pas un lieu dans lequel il aimait s'attarder. La pièce où Robert Schuman s'attarde plus volontiers est cette salle à manger. Il y déguste des plats de sa gouvernante dont son préféré n'est autre que l'omelette à la ciboulette. La sobriété de son mobilier, de sa vaisselle et quelques souvenirs de famille révèlent la simplicité du personnage. Pourtant, de grands noms se sont attablés ici. Parmi les gens notables que l'on connaît, il va y avoir évidemment le cardinal Roncalli qui va devenir le pape Jean XXIII, dont il se sentait très proche. On va avoir également Adenauer qui va venir une fois en simple visiteur ici, qui va être reçu également à cette table. Et puis d'autres personnes qui seront peut-être plus locales à cette période-là, mais qui vont avoir après une envergure un peu plus importante. Je pense notamment à Jean-Marie Pelt, qui a commencé sa carrière en étant non pas botaniste, mais secrétaire particulier de Robert Schuman. La cuisine a, elle, tout du modernisme des années 50. Fourneaux, frigidaires, radios et même chaudières et eau courante. Ces aménagements, Robert Schuman en a bénéficié, un peu malgré lui. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la maison a été confisquée
quand Robert Schuman a été fait prisonnier et a été amené à Neustadt pendant 2 ans. Et durant cette période-là, l'armée allemande a occupé les lieux et a modernisé un petit peu la pièce. Donc a amené l'eau courante, a amené l'électricité, a amené justement le chauffage central également. Un autre témoignage de l'époque se trouve cette fois dans le garage. Cette Simca à ronde fait partie des modèles fabriqués dans les années 50. Pourtant, le véhicule ne sert que très rarement à Robert Schuman. Schuman a beaucoup utilisé le bus, va beaucoup marcher également, que ce soit entre la gare de Metz et ici. On a beaucoup d'anecdotes qui nous rappellent qu'on le croisait régulièrement sur le trottoir. Quand il pleuvait, il faisait du stop. Il aimait être en contact avec la population. Quant au salon situé au rez-de-chaussée, il a été transformé dans les dernières années de sa vie en chambre à coucher. C'est ici que Robert Schuman rédigera son ouvrage testamentaire pour l'Europe et la paix, avant de s'éteindre en 1963. Son corps repose désormais dans l'église fortifiée Saint-Quentin, à quelques mètres de la maison où le père de l'Europe aimait vivre et réfléchir à un monde meilleur. Robert Schuman est né à Clausen, au Luxembourg, en 1886. Les différents conflits européens, la guerre de 1870, la Première Guerre mondiale, puis la Seconde Guerre mondiale, on peut dire que cet homme les a connus. Plusieurs fois ministre de la France, cet homme a connu une Alsace-Moselle déchirée, notamment suite aux différentes guerres. Et notre premier invité est un homme qui côtoie chaque jour le quotidien de Robert Schuman. Il s'agit de Laurent Turner, directeur de la maison Robert Schuman à Sichazel, où nous nous trouvons actuellement dans la bibliothèque privée du père de l'Europe. Et je remercie d'ailleurs le département de la Moselle de nous y accueillir afin de pouvoir réaliser cette émission. Bonsoir Laurent Turner. Bonsoir. Alors je le disais à l'instant, Robert Schuman est né allemand, d'un père français devenu allemand avec l'annexion, et d'une mère luxembourgeoise, et il deviendra un homme politique français de premier plan. On peut presque dire que cet homme est un pur produit de la grande région et de son histoire finalement. Absolument, en fait, la naissance de Robert Schuman à Luxembourg est due aux affres de la guerre de 1870 et à l'annexion de la Moselle par l'Allemagne. Et ensuite, eh bien, on voit que toute la vie de Robert Schuman est menée dans la grande région. Vous allez avoir un jeune Robert Schuman qui va d'abord faire son école au Luxembourg, qui va ensuite aller en Allemagne, que ce soit au-delà même des frontières de la grande région, à Berlin, à Bonn, à Munich, et pour finir à Strasbourg, voilà, pour ses études en droit, et il terminera son trajet à Metz, où il décidera de s'installer à partir du début du XXe siècle. En 1939 éclate la Seconde Guerre mondiale. Il est alors toujours député de la Moselle, puisqu'il le sera jusqu'en 1940. Que fait-il pendant ce deuxième conflit mondial ? Alors, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, Robert Schuman, dans un premier temps, se retrouve prisonnier des Allemands. La question qui est posée est de savoir que faire de lui. Il est considéré comme étant une des personnalités importantes de la Moselle. On ne peut pas le déporter en camp, contrairement à d'autres hommes politiques de l'époque. On a peur d'en faire un véritable martyr. Il va être interné dans un premier temps en résidence surveillée à Neustadt, d'où il va s'échapper et il va se réfugier ensuite du côté de la Vienne pour finir ensuite dans un monastère. Toute la Seconde Guerre mondiale, il va la passer dans l'anonymat le plus complet. Il va prendre un nom d'emprunt et il reviendra une fois que la guerre sera terminée. Après donc ce deuxième conflit mondial, il prend part à la création du MRP, le mouvement républicain populaire, et devient président du Conseil, puis ministre des Affaires étrangères. Sa carrière politique prend, en somme, une toute autre dimension en pleine période d'après-guerre. Est-ce que cela a eu une incidence sur ses idées européennes, ou était-il déjà, avant cela, un Européen convaincu ? Robert Schuman, de par son éducation et de par les débuts de sa vie, est un Européen convaincu. C'est un véritable homme des frontières, il va, il vient d'un pays à un autre. Et en fait, dès l'après-Première Guerre mondiale, il va être un des premiers parlementaires français à vouloir défendre le droit à la culture transfrontalière. Il va faire en sorte, finalement, que
les Mosellans, les Alsaciens puissent toujours avoir des contacts avec les Allemands. Il considéra que les Allemands ne sont pas tous des ennemis, bien au contraire. Ces idées-là, en fait, il va continuer à les forger durant la Seconde Guerre mondiale. Pour lui, toute l'Allemagne n'est pas nazie non plus. C'est quelque chose aussi qui est extrêmement important. C'est ce qui fait que, dès l'après-guerre, à partir du moment où il va pouvoir reprendre une vie politique, à partir du moment où le général de Gaulle lui permettra d'avoir la réhabilitation, qui lui permettra ensuite de devenir ministre, eh bien, il va avoir à cœur d'aller convaincre le plus grand nombre d'hommes politiques possibles en Europe, Winston Churchill compris, pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui se construise entre les peuples. Et cette idée-là, il va la véhiculer jusqu'au fameux jour du 9 mai 1950. Vous êtes directeur de la maison Robert Schuman, une maison qui est un lieu très intime et qui aujourd'hui est ouvert au public, sauf en ce moment avec le confinement, en cette période de crise sanitaire. Et cette semaine a donc été l'occasion de promouvoir l'Europe à travers le numérique. Exactement. En fait, la question du numérique est quelque chose qui est étudié à la maison de Robert Schuman depuis 2 ans maintenant. Et à l'année exceptionnelle, une exception malheureuse dans un sens, on a dû essayer d'imaginer autrement les choses, on a dû continuer à nous réinventer. Et donc, nous avons proposé du contenu en ligne sur les réseaux sociaux. La partie numérique est extrêmement importante et permet en fait de faire revivre cette semaine de l'Europe sur les réseaux sociaux, sur le site internet moselle.fr également, et puis en même temps permet de se poser des questions et des questions par rapport à l'Europe, et surtout de ne pas mettre entre parenthèses les grandes constructions humaines qui ont été faites depuis la moitié du XXe siècle jusqu'à nos jours. Merci Laurent Turner d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Cette maison de Robert Schuman, donc à Sichazel, un site passionnément Moselle que le département a souhaité au plus proche de son public, notamment en le dotant d'une visite numérique très immersive grâce à une application qui nous permet presque de nous sentir aux côtés du propriétaire des lieux. Regardez. La France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. C'est un discours emblématique prononcé par un homme devenu un symbole européen. Grâce à une projection holographique, dans la salle reconstituée du Salon de l'Horloge, les visiteurs revivent l'allocution historique du père fondateur de l'Europe. La visite de la maison Robert Schuman entre dans une nouvelle ère. Grâce à une application numérique, la visite des lieux se transforme en une déambulation au cœur de l'intimité du grand homme. Guidé par la voix de Marie-Kelle, sa fidèle gouvernante, le visiteur découvre les secrets de chaque recoin de la maison. Quel bonheur d'avoir ce grand jardin derrière cette belle maison. Monsieur Schuman aime y jardiner, entretenir ses fleurs et les bordures du potager. Alors l'objectif, c'était de créer une application qui allait permettre d'ajouter une plus-value majeure à la maison Robert Schuman, qui est un lieu historique et emblématique, qui est un lieu qui a une particularité assez exceptionnelle, c'est d'être resté dans son jus. Et il fallait qu'on puisse proposer une nouvelle expérience de visite à tous les visiteurs potentiels, quel que soit leur âge. Dans les jardins comme à l'intérieur, grâce à l'application numérique, chaque pièce est accompagnée de documents audio et photographiques. Pour les découvrir, il suffit de flasher les bornes codes disséminées un peu partout dans la maison. Et pour s'immerger encore un peu plus dans l'intimité du lieu, des bruitages de vie quotidienne résonnent derrière chaque porte. À l'étage, dans le bureau de Robert Schuman, la visite devient une véritable expérience sensorielle. Le gros intérêt, c'est d'arriver dans une maison qui vit, mais sans forcément avoir la présence humaine. Donc c'est un peu déroutant au début, on entend des bruits au loin, c'est plus que la maison qui craque, c'est vraiment les bruits de radio, les bruits de pas, les bruits de chant, de piano. On a un beau piano derrière, Robert Schuman aimait beaucoup la musique. On est happé par un parcours sonore qui accompagne le parcours numérique. Voilà le bureau de Monsieur Schuman. C'est la plus grande pièce de la maison. C'est là qu'il passe presque tout son temps. Il peut y rester des journées entières à lire, travailler, jouer du piano. Il adore Chopin, jusqu'à 3 heures du matin parfois. Pour développer ce projet, les concepteurs de l'application ont travaillé en étroite collaboration avec le personnel de la maison Robert Schuman.
Grâce à leur travail, la visite s'apparente désormais à une plongée dans la construction européenne, en même temps que dans la vie de celui grâce à qui tout fut possible. Nous voilà toujours dans le bureau de Robert Schuman. Les premiers jalons de l'entente et de la collaboration entre les pays frontaliers se posent donc notamment et surtout grâce à cet homme. Une nouvelle ère qui aujourd'hui s'illustre quotidiennement en Moselle, notamment avec la Sarre, un des 16 Länder qui composent l'Allemagne et qui partage sa frontière avec le département de la Moselle. Un territoire bordé par le Luxembourg, la Rhénanie-Palatinat et la Moselle, 4 entités unies autour d'une ambition commune. Régulièrement, les présidents de territoires lorrains, luxembourgeois et allemands se réunissent et coopèrent afin de développer économiquement ce qu'on appelle la Grande Région. Une collaboration transfrontalière de tous les jours qui s'illustre également avec les rencontres qui se font régulièrement entre Patrick Weyten, le président du département de la Moselle, et son homologue sarrois Stéphane Toscani. Par exemple, en 2019, le président du département de la Moselle, Patrick Weyten, a prononcé un discours devant le Parlement sarrois. Il s'agissait d'un moment historique, puisque c'est la première fois qu'un élu français était invité à s'exprimer lors d'une session de parlementaires allemands. Une façon pour la Moselle et la Sarre de faire pression sur leurs gouvernements respectifs afin d'obtenir davantage de compétences pour développer leur coopération. Le bilinguisme, un premier tramway transfrontalier, des crèches franco-allemandes, autant de projets que les deux territoires souhaitent développer ensemble au service des habitants. Mais malgré ces collaborations et leurs avantages, l'Europe est aujourd'hui la cible de certaines critiques puisqu'elle a aussi ses détracteurs. Hommes politiques, citoyens, écrivains, tous ne sont pas d'accord sur l'Europe d'aujourd'hui. Alors comment peut-on défendre cette Europe? Comment peut-on la promouvoir de nos jours? C'est justement de cela que nous allons parler avec notre prochain invité, Monsieur Roland Thess, secrétaire d'État auprès du gouvernement du Länder de la Sarre. Guten Abend, Herr Roland Thess. Vielen Dank, das bei uns sind. Bonsoir, Roland Thess. Merci d'être avec nous. Nous sommes en période de crise sanitaire. Est-ce que l'Europe et la coopération transfrontalière a eu des effets sur la vie des habitants de la Moselle et de la Sarre? Surtout, dans ces semaines de crise, nous avons eu une coopération aussi intense que jamais avant. Une coopération entre les hommes politiques, mais aussi entre nos équipes. C'était tout d'abord le Premier ministre du Land de Sarre, Tobias Hans, qui était en contact permanent avec ses homologues lorrains et du Grand Est, avec notamment le président du département de Moselle, Patrick Weyten, mais aussi avec le président, bien sûr, de la région Grand Est, Jean Rotner, mais aussi nos équipes qui ont travaillé dans le quotidien pour nous informer, bien sûr, des décisions qui ont été prises à Berlin, à Paris, à Saarbrück, à Metz, à Strasbourg, mais surtout pour nous aider. Soit-il sur le plan hospitalier, quand il s'agissait d'organiser les transports et le traitement des patients français dans les hôpitaux sarrois, soit-il sur le plan administratif, dans une très bonne coopération avec, bien sûr, le département, la région, la préfecture, mais aussi avec la consul générale de la République française ici à Saarbrück, Catherine Robinet, pour gérer et résoudre les problèmes du quotidien dans cette crise de nos concitoyens, mais aussi de nos entreprises qui travaillent et qui vivent ici dans notre région frontalière. C'est donc l'idée d'une Europe solidaire qui a été mise en application durant cette crise sanitaire. Concrètement, qu'est-ce que cela a permis? Cela prouve-t-il que l'Europe doit encore évoluer? L'Europe, pour nous, et dans cette période de crise, tout d'abord, l'idée de fraternité et de solidarité parmi nous. Et donc, je pense qu'on peut voir dans ces semaines qui sont maintenant après nous, que là où nous avons vécu cette idée, l'idée européenne était utile et a même sauvé des vies dans notre région. Non pas pour des vies mosellanes et des vies sarroises, mais les deux. Parce que c'est grâce
au marché de travail transfrontalier qu'il y a autant de Français qui travaillent par exemple dans les hôpitaux sarrois et qui nous aident à organiser chaque jour dans le quotidien le système sanitaire sarrois et donc qui chaque jour sauve des vies de nos concitoyens en Sarre. Et c'était dans cette période de crise vice-versa aussi le cas parce que avec le traitement de 27 Mosellans dans nos hôpitaux à Hamburg, Völklingen et Saarbrück, l'idée européenne, cette idée de solidarité transfrontalière, elle a sauvé des vies de nos concitoyens. Mais ce qui est vrai aussi, l'Europe doit évoluer, et notre coopération franco-allemande aussi, parce que nous avons vu aussi les faiblesses de nos structures. Je m'en suis convaincu que, par exemple, nous devons améliorer aussi la coopération en matière de sécurité, parce que là, on a bien vu que pas tout ce qu'on avait prévu dans le monde avant la crise du coronavirus a si bien fonctionné comme nous l'avons voulu. Et c'est aussi vrai pour le monde d'après, parce que dans notre région frontalière, là où il n'y a presque plus de frontières, surtout pour nos concitoyens sur le marché de travail, surtout aussi pour nos entreprises, nous devons organiser la relance économique avec une stratégie transfrontalière, avec une stratégie commune. Et pour cela aussi, nous avons besoin de ces idées européennes, fondamentalement européennes, qui est celle de la solidarité, de la fraternité. Donc oui, l'idée européenne, l'Europe, c'est utile pour nos concitoyens et pour nos régions. Merci, monsieur le secrétaire d'État, d'avoir été avec nous durant cette émission spéciale. Merci beaucoup. Poursuivons sur cette interrogation que peut susciter l'Europe. L'Europe vit une actualité difficile en ce moment avec la pandémie de coronavirus. Elle est remise en cause par certains. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'elle s'est également construite. Quand les premiers jalons de l'Europe se posent, l'idée de cette collaboration nouvelle et commune visait aussi à réconcilier une Europe fracturée. Ceci afin de prévoir un autre avenir et de promouvoir une période de paix. Après 70 ans de guerres successives, l'Europe allait connaître 70 ans de paix. La réconciliation franco-allemande au lendemain de l'une des plus terribles guerres de l'histoire, il fallait y penser, on pourrait même dire il fallait oser. Avec nous, Richard Stock, directeur du Centre européen Robert Schuman à Sichazel. Bonsoir Richard Stock, merci d'être avec nous. C'est avec plaisir. Cette réconciliation franco-allemande voulue et encouragée par les travaux de Robert Schuman, c'est une idée qui a sans doute été difficile à imposer au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Non, pas vraiment. Vous allez voir à travers quelques personnages que je vais vous citer, qui déjà pendant la guerre, en 42-43, pensaient à l'avenir de l'Europe et à l'avenir de la France. Je vais vous faire une petite citation de Robert Schuman, qui est prisonnier en 1942 à Neustadt an der Weinstraße, prisonnier de la Gestapo, et qui disait à Maître Ditsch, le futur maire de Thionville, et qui était à l'époque un de ses collaborateurs, il disait ceci: les frontières qui nous séparent aujourd'hui ne doivent pas être une barrière entre des peuples, entre des hommes qui, en fin de compte, n'ont jamais eux-mêmes été à l'origine des conflits. Il faut en finir avec la notion d'ennemi héréditaire et proposer à nos peuples de former une communauté qui sera le fondement, un jour, d'une patrie européenne. Si nous agissons de la sorte, nous aurons accompli les dernières volontés des morts de tous les pays. Je crois que c'est important de le rappeler. Au lendemain du 8 mai, cette année, pour la première fois dans toute l'Europe, on a unanimement fêté, pas simplement la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi la libération de l'ensemble des pays européens du régime nazi. De cette réconciliation naîtra entre autres la Commission européenne du charbon et de l'acier, la CECA. Si on devait résumer la construction de l'Europe, peut-on dire qu'il s'agit d'une histoire économique uniquement ou également une histoire humaine ? Oui, c'est d'abord une approche économique, c'est ce que voulaient les pères de l'Europe. Jean Monnet, qui a inspiré Robert Schuman, avait cette vision
lui aussi, dès 1943, à Alger, quand il était membre du Comité de la libération de la France, il avait rédigé un mémorandum qui, en fait, traçait les contours futurs de la CECA, de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Mais la vision, elle est bien au-delà, aussi bien de Robert Schuman que de Jean Monnet, parce qu'effectivement, il fallait aller vers une fédération européenne. Et deuxième dimension importante qu'on a totalement oubliée aujourd'hui, Robert Schuman et Jean Monnet pensaient que l'Europe avait une responsabilité particulière vis-à-vis de l'Afrique. Pourquoi ? Parce qu'ils considéraient que c'était à l'Europe de sortir de la colonisation et de développer ce continent. Or, on sait que ce continent va nous poser d'énormes problèmes dans les années à venir, parce que nous n'avons pas fait cette politique souhaitée à l'époque déjà par les pères de l'Europe. Avant le discours de Robert Schuman, d'autres avaient déjà plaidé pour une construction européenne. C'est le cas de Winston Churchill, Premier ministre britannique, qui en 1946 avait émis le souhait de la création des États-Unis d'Europe. Et quand Robert Schuman fait son discours en 1950, le traité de l'OECE, l'Organisation européenne de coopération économique, existe déjà depuis 2 ans. Alors en quoi est-ce que Robert Schuman a fait avancer l'idée de l'Europe ? Oui, parce qu'il a une vision différente de celle de son ami Churchill. Alors, il faut peut-être rappeler, parce que nous sommes en Moselle, en Lorraine, que Winston Churchill a pour la première fois à Metz, à l'invitation de Robert Schuman, parlé des États-Unis d'Europe le 14 juillet 1946. C'est par la suite cette idée-là qu'il a énoncée pour la première fois à Metz, qu'il a développée. Voilà. Mais la vision Churchill, c'est une vision de coopération entre les États, c'est-à-dire intergouvernementale. Ça veut dire que toutes les décisions se prennent à l'unanimité. Et en d'autres termes, chaque pays a un droit de veto. Donc c'est lourd, c'est difficile à manier, et c'est l'handicap du Conseil de l'Europe à Strasbourg, qui est une organisation intergouvernementale. Robert Schuman et Jean Monnet, eux, la vision, c'est le partage de souveraineté. Et c'est ce partage de souveraineté que nous n'avons pas mené jusqu'au bout. La crise du coronavirus nous le montre tous les jours. Nous n'avons pas voulu donner au niveau européen la responsabilité de la lutte contre des pandémies. Chacun est parti dans son coin, chacun a fermé sa frontière. En Allemagne, c'est même chaque land qui décide que ce qu'on va faire pour aller dans le confinement, maintenant pour en sortir. Voilà. Et c'est parce qu'effectivement, on n'a pas été jusqu'au bout de cette vision de Robert Schuman fondamentale qui est le partage de souveraineté. Richard Stock, vous êtes le directeur du Centre européen Robert Schuman à Sichazel. À quoi sert ce centre européen ? Est-ce qu'il sert uniquement à promouvoir l'Europe ou est-ce que cela va plus loin ? Oui, ça va plus loin. Vous avez bien vu que ce que je vous ai dit tout à l'heure sur cette génération, que je vais dire entre guillemets perdue, qu'il faut reconquérir, voilà, c'est ce que nous faisons. Nous rencontrons à peu près 8500 personnes par an dans des choses différentes, des animations européennes pour les jeunes, justement, à la maison de Robert Schuman à Sichazel, des conférences débats avec des jeunes, mais aussi avec des adultes. On fait la formation continue pour des multiplicateurs, ça veut dire écoutez, entendez, enseignants. Voilà. Alors, sur quoi porte tout ça ? Ça porte sur, justement, l'idée européenne, la vision de Robert Schuman, son héritage, etc. Les politiques européennes qui sont à l'œuvre, que la plupart d'entre nous ne connaissent pas, parce qu'effectivement, on ne parle de l'Europe que lorsque ça ne marche pas. Mais quand ça marche, ça n'intéresse pas les téléspectateurs, paraît-il. et puis, une nouvelle dimension depuis 3-4 ans maintenant, qui est l'éducation et une culture démocratique. Parce qu'effectivement, il faut faire comprendre par l'éducation à ces jeunes que le nationalisme, c'est la guerre. Et que c'est la démocratie qui apporte la paix. Et que ça, il faut en fait leur faire acquérir des compétences de démocrates, de futurs citoyens démocratiques actifs. Voilà à quoi on s'engage et ce qu'on fait à Sichazel avec l'aide, il faut le souligner quand même, du département de la Moselle. Merci Richard Stock d'avoir été avec nous pour cette émission spéciale. Merci beaucoup.
En 1945, Robert Schuman, homme politique, est député de la Moselle lorsque le deuxième conflit mondial éclate. Mais jusqu'au bout, cet homme restera engagé pour servir son pays, y compris lorsque, à l'aube de la guerre et des batailles, il a fallu déplacer les Mosellans dès 1939. Ils seront notamment accueillis dans le département de la Vienne. Petit retour sur l'action, à ce moment, de Robert Schuman avec Jean-Henri Calmont, professeur d'histoire. Dans la Vienne, Robert Schuman a été le bon pasteur, au sens biblique du terme, c'est-à-dire qu'il a accompagné ses compatriotes dans la misère, des déracinés, des gens qu'on a exilés, arrachés de chez eux pour les amener ici, dans un département accueillant sûrement, mais bien décalé par rapport à ce qui se passait en Alsace-Lorraine, du point de vue de la vie quotidienne, du point de vue du confort, du point de vue de la richesse générale. Donc des gens qui étaient déracinés, il a fallu les aider, leur apporter le secours, essayer de répondre à tout ce qui pouvait se passer, aussi du mauvais accueil. Schuman s'est occupé d'eux, a fait tout ce qu'il fallait. Les Mosellans, dans la rue, l'ont reconnu. Le lendemain, quand il va à la gare, et ils l'ont évidemment acclamé et tout, et il leur dit « Hitler est fichu ». En 1939, il est député et il s'est battu sous la République pour garder les particularismes. En 1942, il est persuadé, il le dit à Don Basset, qu'il l'a noté sur ses carnets, à l'abbaye de Ligugé, il le dit « L'Allemagne est finie, Hitler est fichu, le nazisme est terminé, ils seront battus. Tout ça va disparaître. Donc il faut dès à présent penser à la suite. Donc il faut travailler à préparer l'avenir, et un avenir de coopération, d'union, un avenir de fraternisation. C'est pas évident pour tout le monde, évidemment. De retour dans le bureau de cet homme qui, jusqu'au bout, se sera donc battu pour incarner sa fonction de député de la circonscription de Thionville, en Moselle. L'Europe se souvient bien sûr de cet homme. Et pour entretenir ce souvenir, le département de la Moselle œuvre chaque année afin de faire perdurer les travaux et la vision de Robert Schuman, ce père de l'Europe. Retrouvons maintenant le dernier invité de cette première partie de soirée. Il s'agit de Patrick Weiten, le président du département de la Moselle. Bonsoir, Monsieur le Président. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Robert Schuman, on vient de le voir tout au long de cette émission, est un homme qui a su créer une dynamique autour de la question européenne. Et plus que cela, même, il en a été l'un des moteurs principaux. Ce projet a-t-il donné un cap au département de la Moselle dans sa construction et dans ses ambitions ? Effectivement, le département de la Moselle est européen par nature, par volonté et par ambition. Au cœur d'un espace transfrontalier à la fois composé de la Sarre, de la Rhénanie-Palatinat, du Grand-Duché du Luxembourg et d'une partie de la Belgique, le département de la Moselle est ouvert sur d'autres territoires et les territoires directement voisins. Il est le deuxième département français, il faut le savoir, par le nombre de travailleurs frontaliers et un rare département à disposer sur deux frontières la relation avec deux États membres de l'Union européenne. Notre département a raisonné en termes de bassin de vie transfrontalier, donc en bassin de vie au quotidien qui dépasse très largement les frontières et qui agit pour le bien-être de ces populations qui à la fois y résident, qui s'y est installée, qui s'y développe, qui traversent le département, et cela dans une démarche conjointe avec nos voisins. En ce sens, la Moselle, en tant que territoire frontalier, participe directement à la réalisation concrète et de proximité du projet européen. C'est ce souffle naturel, c'est cette ambition permanente que nous souhaitons affirmer. Le souvenir de Robert Schuman, de l'homme, mais également de ses actions, c'est une chose importante pour le territoire de la Moselle. On le voit notamment à travers la maison de Robert Schuman à Sichazel, que le département continue de développer et même de moderniser. Et Robert Schuman est un Mosellan qui a agi beaucoup dans l'intérêt européen
né au Luxembourg, qui a écrit et transposé le droit local dans le droit français, qui a été victime de l'annexion nazie, pour nous, c'est le symbole. Il a été conseiller général, il a été député, il a été président de l'espace européen, et pour nous, la maison symbolise à la fois ce qu'il a été, rappelle son histoire, rappelle ses valeurs, mais c'est aussi symboliquement, ça dénote et ça démontre la place que le département et que la Moselle souhaitent tenir dans le rappel de l'histoire de cette construction européenne, mais aussi dans la vision des pères de l'Europe, avec notamment la volonté d'une politique faite à l'échelle des avancées humaines. Il l'a dit, l'Europe ne se fera pas d'un coup. Et c'est à nous à poursuivre son œuvre, c'est à nous à traduire dans la réalité du quotidien l'expression de son engagement et de sa déclaration du 9 mai 1950. Aujourd'hui, la Moselle collabore étroitement avec des territoires frontaliers comme la Sarre, mais également tous ceux qui composent la grande région. Une coopération transfrontalière indispensable pour le département de la Moselle, Monsieur le Président. Je vais dire, elle est à la fois indispensable et naturelle. Elle ne peut pas être autre chose. On se rend compte à notre niveau que dans le cadre du quotidien, nous avons un réflexe naturel de nous rendre chez nos voisins allemands et luxembourgeois pour apprendre, pour se former, pour travailler, pour consommer, pour partager des projets culturels, des projets sportifs, des projets de vie. Et par conséquent, c'est dans cette construction concertée que nous pouvons apporter des réponses pragmatiques à nos populations. Et Robert Schuman le disait, je crois que c'est dans le pragmatisme de la réalité que nous saurons développer l'esprit européen. C'est ainsi que la coopération pourra favoriser et devra favoriser l'apprentissage plus soutenu encore de la langue du voisin qui reste une barrière. Cela permettra la valorisation et la promotion de nos territoires, de notre territoire mosellan, mais du territoire de cette grande région européenne. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui que hier, avec ce déficit d'image qu'aujourd'hui nous avons. Et puis cela permet également de développer ces circuits courts de proximité, de consommation, de production. À nous à veiller à la sécurité avec une coopération entre les services d'incendie et de secours, où c'est le quotidien aujourd'hui. Nos pompiers mosellans interviennent au Luxembourg et réciproquement lorsqu'il faut soutenir, lorsqu'il faut renforcer notre service. Une dernière question, une autre actualité, Monsieur le Président. L'Europe et le monde font face à la pandémie du coronavirus qui a entraîné des mesures inédites, notamment le confinement des populations. La Moselle est l'un des départements les plus touchés par le virus. L'Europe a-t-elle eu un impact positif au cœur de cette crise sanitaire sans précédent ? Vous savez, on a eu un premier constat. La fermeture de la frontière entre la Sarre et la Moselle, entre l'Allemagne et la France. Ça a été profondément blessant. C'est-à-dire qu'on est revenu aux heures noires de la Moselle, au moment où nous ne sommes pas dans une crise guerrière, mais dans une crise sanitaire, sociale, et qui, nous l'espérons à notre niveau, ne se transformera pas dans une profonde crise économique. Et donc, nous avons engagé une démarche bilatérale avec la Sarre, avec Tobias Hans, avec Stéphane Toscani, mais aussi avec le Luxembourg, avec les ministres luxembourgeois, sous l'autorité du Premier ministre Xavier Bettel, ami de la Moselle. Et grâce à cela, nous avons eu des patients de Moselle qui ont été accueillis dans des hôpitaux sarrois, rhénan-palatins et luxembourgeois, ce qui a allégé la charge de nos hôpitaux. Et il y a quelque temps, j'étais à une réunion du conseil de surveillance du CHR de Metz-Thionville où cela a été exprimé. On a réussi à traverser ces moments épouvantablement compliqués grâce au soutien et à cette solidarité interterritoire de notre région dans une démarche bilatérale. Cela s'est traduit également par la mise à disposition d'équipements de protection, de masques par exemple. Et aujourd'hui, cela a été remarqué dans le cadre
du comité de coopération transfrontalière qui a tenu réunion le 23 avril, qui a été installé dans le cadre du traité d'Aix-la-Chapelle, et par là, de cette volonté bilatérale pour gommer quelquefois les irritants du quotidien, pour que véritablement cette frontière qui malheureusement est encore installée, nous l'espérons le plus temporairement possible, nous permette de dire nous avons su ce qu'était revivre avec les frontières, et donc c'est à nous à développer ces relations avec à la fois les exécutifs de chacun des territoires et de chacun des pays, pour que la particularité de la Moselle, de la Sarre, de la Rhénanie-Palatinat et du Luxembourg soit reconnue à Berlin et à Paris. Et cela grâce à la fois au symbole que peut représenter la déclaration du 9 mai 1950, mais surtout au travail qu'a accompli et au symbole et à l'identité que représente ce grand Mosellan qui caractérise et symbolise la Moselle, Robert Schuman. Merci, Monsieur le Président Patrick Weiten, donc président du département de la Moselle, d'avoir été avec nous. Merci à vous et vive l'Europe. Robert Schuman, point commun emblématique de la Moselle et de l'Europe. Ses travaux, ses prises de position et ses idées novatrices ont permis d'instaurer une collaboration jusque-là inédite dans le monde, qui a permis l'ouverture d'une ère de paix, une ère qui, je disais tout à l'heure, perdure depuis maintenant près de 70 ans sur notre continent. Pour autant, l'histoire de l'Europe s'écrit encore chaque jour, grâce aussi à la collaboration des territoires frontaliers. C'est le cas de la Moselle et de ses voisins qui s'activent quotidiennement à renforcer les liens qui les unissent, le tout au service d'une ambition commune, mieux construire le monde de demain.